Après les professeurs Tofil Mbemba Fundou, les professeurs, plusieurs professeurs que vous avez eu à suivre durant quelques semaines dans cette émission, on peut citer les professeurs Tofil Mbemba Fundou, Koutoumi Sakiota, le professeur Pierre Claver Kalamonandibou, conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et dans les collèges Mini Énergie. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, dans cette émission spéciale, un éminent acteur politique, quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions d'État. D'ailleurs, vous allez justement le découvrir. Aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous la personne qui a occupé plusieurs fois des fonctions d'État, actuellement président national du parti Action pour un Congo Nouveau, ACN, membre du présidium du regroupement AAEC de l'Union Sacrée, dont l'autorité morale est M. Didier Mbouyi, président de l'ECOFIN, de l'actuel bureau du Sénat, ancien ministre du Plan, ancien ministre du Portefeuille, ministre honoraire également de l'économie nationale, plusieurs fois député. Il est également chef, il était chef de division, mais aussi directeur des impôts à la DGI, conseiller dans des cabinets ministériels et politiques, assistant chargé des cours de fiscalité et finances publiques à l'IEC Goma, à l'université de Goma et à l'université libre du pays des Grands Lacs. Il est également sénateur. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, les sénateurs, je dirais honorables, Célestin Vounabandi Kanyamiigo. Excellence, soyez les bienvenus. Merci. Je viens tout à l'heure d'effleurer, de présenter justement une partie de votre parcours, Excellence. Tout ça là, c'est vous. Ce n'est pas de trop. Pas de trop, ce n'est qu'un parcours. Je pense qu'on a déjà 60 ans. Et donc, on a un bon nombre d'années déjà passées, un travail qu'on a accompli. Et c'est un parcours et on continue. Et donc, ce n'est pas trop. Parce qu'on a encore devant nous de l'avenir, on doit continuer à travailler. D'accord. Je me dis, la République démocratique du Congo, notre pays, a des hommes d'État éminemment intelligents comme vous. D'entrée de jeu, pourquoi notre économie reste toujours extravertie? Notre économie reste toujours extravertie, vous avez raison, mais ce n'est pas un problème seulement d'économistes ou de spécialistes. C'est tout un système. C'est tout un système assez complexe qu'il faut transformer. Et cela demande les bras de tout le monde. Ce n'est pas seulement des seuls économistes ou des seuls professeurs d'université ou des seuls dirigeants du pays. C'est le concours de tout le monde. Comme vous savez, en matière d'économie, il y a ce qu'on appelle les agences économiques. Et il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les ménages. C'est tous ces systèmes qui forment l'économie et donc qui concourent à la formation des richesses et au développement d'un pays. Nous allons évoquer à présent les grandes questions d'actualité. D'ailleurs, je l'ai annoncé dans le liminaire de cette émission. Vous, sans flatterie aucune, vous êtes parmi les grands notables du Nord Kivu. Aujourd'hui, la question de l'insécurité bat son plein. Dans quel état d'esprit vous avez appris d'ailleurs cette information de bombardement du camp des déplacés à quelques kilomètres de Goma? Dans quel état d'esprit vous avez appris cette information? Bon, c'est avec peine, c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris ce qui s'est passé à Goma. Et fort malheureusement, cela fait partie de toute une série d'événements malheureux qui frappent la ville de Goma, la population de Goma et du Nord Kivu de manière générale. Donc pour nous, c'est pénible de constater que nos populations qui sont en détresse sont frappées chaque jour et encore davantage. Ça nous fait très mal. Et nous sommes peinés de constater qu'en fait, il n'y a pas assez de mesures qui sont prises justement pour sauver ces âmes en détresse. Nous sommes peinés de constater qu'on ne fait pas assez pour que la situation se normalise, pour que la paix revienne. Et donc je pense qu'il y a de quoi être peiné, il y a de quoi se sentir choqué par ce qui nous est arrivé. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs ici d'exprimer toute ma compassion et toutes mes condoléances à toutes ces populations qui ont été éprouvées par les derniers événements. Honorable Célestin Vounabandi, quel bilan dressez-vous de l'état des sièges qu'on a décrété? Je crois que l'état des sièges, c'est un échec. C'est un échec, il faut le dire.
lorsqu'on met en place un état de siège, l'objectif est celui de rétablir la paix, en tout cas de mettre en place les meilleures conditions pour que la paix soit atteinte, pour qu'elle soit réalisée. Ça fait maintenant 3 ans, si pas plus, qu'on est dans une situation d'état de siège. Je constate que la situation n'a fait que s'aggraver malheureusement. Et donc, un état de siège qui ne concourt pas à améliorer la situation sur le plan sécuritaire, pour moi, c'est un échec. Et comment comptez-vous justement resplendir, sinon pallier à cette question de l'insécurité dans cette partie du pays? Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire, je pense, pour rétablir la sécurité à l'est du pays. Il y a d'abord l'État lui-même. Au-delà de tous les facteurs exogènes, parlons des facteurs endogènes, des facteurs qui concernent directement l'État, les gouvernements. Je crois que le gouvernement doit faire assez pour rétablir l'autorité de l'État dans la région. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Goma et dans toute la région, le Kivu, le Nord Kivu de manière particulière, vous constaterez qu'il y a énormément de groupes armés qui finalement sont devenus des groupes armés rangés par ethnie, parfois c'est par colline. Et donc là où des groupes armés naissent comme des champignons, ça signifie que l'État n'est pas du tout très présent. Et donc de ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire du côté de l'État. Bien entendu, le phénomène le plus choquant aujourd'hui, c'est celui qui est le phénomène le plus présent dans les esprits ou dans l'esprit de tout le monde, c'est l'agression dont les pays est victime. C'est l'autre élément le plus important. Mais c'est une agression, malheureusement, qui a trouvé un terreau assez fertile du fait de l'absence d'assez d'autorité de l'État dans cet espace-là. Donc, l'agression de les pays victimes par le Rwanda, qui s'appuie sur les M23. Les M23, comme vous le savez, c'est juste un paravent, comme je l'ai toujours dit. Les vrais agresseurs dont nous sommes victimes, c'est le Rwanda. Bien entendu, on parle très peu de l'Ouganda, mais l'Ouganda, c'est aussi un autre élément déstabilisateur de la région, un vrai complice du Rwanda. Et donc, ces deux pays qui ont pris l'option, n'est-ce pas, de soutenir ces groupes de bandits qu'on appelle M23 et qui ont profité justement de cette situation où l'État n'est pas très présent dans la région. Ils prétendent, n'est-ce pas, s'attaquer à des questions de gouvernance alors que les vrais problèmes, en ce qui les concerne en tout cas, ce sont les ressources naturelles de ces pays, les ressources naturelles notamment minières dans la région. Qui sont à la base. Qui sont à la base, en fait, une guerre économique principalement, où l'objectif c'est de piller les ressources naturelles du pays au moyen de quelques paravents, comme je l'ai dit, dont notamment le M23. Je l'ai dit tantôt, vous êtes parmi les grands notables du Nord Kivu. Est-ce que lorsque on a donné l'idée, ou lorsque on a pris la décision de décréter l'état de siège, est-ce que vous étiez quand même associé? Bon, nous, comme membres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes, c'est-à-dire qu'on a été associés, on est associés parce que la loi qui constate ou qui consacre l'état de siège est votée par le Parlement. Mais je pense que la question n'est pas celle de l'état de siège. Le problème, ce n'est pas d'avoir mis en place l'état de siège. Je crois que tout le monde pouvait plaider que dans une situation de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, ou comme celle qu'on a vécue depuis plusieurs années dans la région, qu'il y ait effectivement état de siège. Mais le problème, c'est la manière dont l'état de siège est géré. Avoir un état de siège, c'est bon. Dans un contexte de guerre, c'est tout à fait normal. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut lever l'état de siège. Mais je plaide pour que les autorités qui ont été investies, les autorités militaires notamment, qui ont été chargées de gérer cet espace pendant l'état de siège, je plaide pour qu'elles fassent leur travail. Sinon, alors, il faut qu'elles soient relevées de leurs fonctions et remplacées par des personnes plus compétentes. Je crois que le vrai problème, ce n'est pas l'état de siège en lui-même. Les vrais problèmes, ce sont les animateurs de l'état de siège qui ne sont pas du tout à la hauteur de leurs tâches. Et qu'est-ce que vous leur reprochez? On leur reproche notamment l'incapacité de gérer la situation. Je vous donne un exemple très précis. Nous avons un gouverneur
des provinces, un gouverneur militaire au Nord Kivu, mais qui manifestement ne s'occupe pas du tout des questions militaires, qui ne s'occupe pas du tout des questions sécuritaires. Lorsque vous allez à Goma, c'est parmi les villes du pays les plus insécurisées. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait mort d'homme à Goma. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait fusillade à Goma. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait pillage ou vol quelque part à Goma. Il y a même un phénomène qu'on a appelé le phénomène des 40 voleurs. Un groupe de bandits connus qui circulent de maison à maison pour piller. Connus. On connaît des quartiers entiers à Goma où déjà 18 heures, chacun doit être chez lui à la maison. Donc, on ne peut pas imaginer que vous ayez un chef-lieu d'une province en situation d'état de siège. Un chef-lieu où vit tout un général, n'est-ce pas, gouverneur militaire, mais qui est incapable lui-même de sécuriser ne fût-ce que la ville, le chef-lieu où il est installé. C'est donc vous dire que cette autorité-là, le gouverneur militaire, j'ajoute également les maires de la ville de Goma, qui est aussi un militaire, un colonel, je pense, et d'autres chefs militaires que nous avons dans la région qui s'occupent de toutes ces questions sécuritaires dans une situation d'état de siège, je considère que toutes ces autorités, pour moi, elles ont échoué. Ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Donc, lorsque vous avez des autorités militaires dans une situation d'état de siège qui ne peuvent pas être en mesure de prendre en charge les questions sécuritaires et de sécuriser la population, il faut dire tout simplement qu'ils ne sont pas à leur place. J'ajoute un dernier élément. Lorsque vous arrivez au Nord Kivu, vous constaterez que le gouverneur militaire s'occupe beaucoup plus des questions d'administration, notamment des impôts et taxes. Très souvent, vous le voyez très fier d'avoir mobilisé plus de recettes de l'État. Tout ça, c'est bon, mais il n'a pas été déployé à Goma en tant que gouverneur militaire pour mobiliser les recettes. Il y a été déployé, n'est-ce pas, pour faire face à la situation sécuritaire qui est critique. Et c'est de cela que nous ne pouvons que l'évaluer, les juger. D'accord. Alors ça fait aussi jaillir beaucoup donc ça dit dans la toile. Aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution. Parce que, selon même le président de la République, ça pose des vrais soucis pour le bon fonctionnement de notre pays. Ma question était celle de savoir, est-ce que cette révision de la Constitution est-elle opportune? Excellence Foufouna Bandi. Bon, je voudrais d'abord noter qu'une Constitution, c'est la loi mère. C'est un document, bien sûr, qui reprend la loi mère, mais cette loi a été faite par deux hommes. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'une constitution, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas possible de toucher à une constitution. On peut toujours y toucher. Donc, le fait que le chef de l'État évoque la possibilité de revoir certaines dispositions de la Constitution, je ne vois pas en quoi ça pose problème. Pas du tout. Et c'est d'autant plus qu'effectivement, on sait qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui posent problème. La Constitution de la République démocratique du Congo a été votée dans un contexte politique qui est de plus en plus révolu. On est aujourd'hui confronté à des réalités politiques qui peuvent nécessiter de revoir la Constitution. Mais je voudrais tout simplement attirer l'attention de nous tous sur le fait que notre Constitution a prévu certaines dispositions qui sont intangibles, qui ne peuvent pas être modifiées. Je suppose que l'équipe que mettra en place le chef de l'État pour regarder un peu s'il y a l'une ou l'autre disposition à modifier, je suppose que cette équipe tiendra compte qu'il y a des dispositions intangibles et qu'il ne faudra pas, n'est-ce pas, qu'on puisse les toucher. Sinon, en soi, le principe de revoir la Constitution, pour moi, c'est un principe qui ne devrait pas poser problème, sauf qu'il faut être rigoureux, rester conforme à ce que notre propre Constitution a dit, puisqu'elle a prévu qu'il y a certaines dispositions qui ne peuvent pas être touchées, il ne faudra pas qu'on les touche. Selon l'opposition de la RDC, déjà cette annonce faite par le président de la République, il y a des réactions bien sûr. Certains pensent que le chef de l'État veut justement avancer ses années d'existence, il veut justement ajouter ses mandats, il veut que demain, qu'on lui donne une autre possibilité, c'est-à-dire d'aller au troisième mandat. Est-ce que vous partagez cette avis? Je ne suis pas de ceux qui doivent faire des supputations.
Ça, c'est une simple spéculation. En tout cas, le chef de l'État n'a pas été suffisamment dans les détails pour dire qu'est-ce qu'il pense qui doit être touché au niveau de la Constitution. Donc, évitons de lui prêter des intentions. Évitons de lui prêter des intentions. Notons, tout simplement, et ça c'est connu de tout le monde vous le dira, qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui ne sont pas du tout adaptées à la situation actuelle du pays. Qu'on pouvait revoir. Qu'on peut revoir. Okay. Et je voudrais d'ailleurs noter, même sans être juriste, sans être constitutionnaliste, que les bons moments, lorsqu'on a des dispositions constitutionnelles qui posent problème, les bons moments pour aborder des questions de révision de la Constitution, c'est généralement au début d'une législature, pas à la fin. Okay. Parce que lorsqu'on doit aborder de telles questions à la fin d'une législature, ça devient suspect. Okay. On risque d'être accusé de vouloir modifier la Constitution pour les besoins de la cause. Mais lorsqu'on évoque cette Constitution au début d'une législature, pour l'instant, pour ma part, je pense qu'on n'est pas encore en période suspecte. Okay. On n'est pas encore en période suspecte. Laissons les spécialistes qui auront été chargés de cette question l'aborder en profondeur. On verra s'il y a des questions qui fâchent, qu'ils voudront aborder, et le moment venu, on avisera. Donc les Congolais peuvent noter qu'il n'y a rien à craindre par rapport à l'idée du chef de l'État. De mon point de vue, pour l'instant, il n'y a encore rien à craindre. Il n'y a pas de raison de spéculer, attendons voir. Moi, je note seulement que c'est une constitution, on peut toujours la modifier, sauf, comme je l'ai déjà dit, qu'il faut faire attention. Il y a des dispositions qu'on ne pourra pas du tout toucher, qu'on ne devrait pas du tout toucher. D'accord. Honorable Célestin Vounabandi, on va parler maintenant de la période post-électorale. Franchement, en tant que journaliste, j'ai parcouru ces moments. Nous l'avons vécu sur l'ensemble du territoire national parce que j'ai accompagné la CENI dans certaines provinces. On était étonnés de voir les résultats que votre parti, l'ACN, a mérité après ces élections. C'est justement après avoir observé la manière dont vos candidats étaient déployés, la manière dont ils ont battu campagne en province, mais surtout ici à Kinshasa, la capitale. En tout cas, j'étais presque dans tous les 4 coins de la capitale où je voyais comment vos candidats, certains de vos candidats battaient campagne avec bien sûr leurs effigies, vos effigies également. Ça nous étonne qu'aujourd'hui, vous ayez justement un député national, chez moi à Tchangou, et puis un conseiller municipal. Comment appréciez-vous ces résultats? C'est des résultats qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous avions pensé faire mieux et nous étions suffisamment outillés, en tout cas armés, pour faire de bien meilleurs résultats. Mais je dois vous dire, je n'ai pas peur de le dire ici, que les élections n'ont pas du tout été satisfaisantes partout. Ces dernières élections, surtout les élections législatives, ont été entachées d'un certain nombre d'irrégularités, dont beaucoup de partis ont été victimes, y compris l'Action pour un Congo nouveau. C'est une expérience qu'on a vécue, une expérience pas du tout reluisante, de laquelle nous devons tirer des leçons pour qu'à l'avenir, en 2028 notamment, nous puissions faire de bien meilleurs résultats. Est-ce que cela n'impacterait pas négativement l'avenir de votre parti, la CN? Non, l'avenir du parti, l'avenir de la CN ne doit pas être vu ou considéré par rapport aux résultats d'une élection. Un parti politique, c'est comment dirais-je, c'est toute une organisation qui est appelée à vivre le plus longtemps possible, qui doit s'organiser et qui ne doit pas s'organiser par rapport à une législature, mais à plusieurs législatures. La scène est dans une perspective, en tout cas long terme. Pour nous, comme je venais de le dire, ce qu'on a vécu là en 2023 aura été une expérience. On a eu, comme vous l'avez dit, un député national. Ce n'est pas ce que nous voulions, nous pouvions avoir mieux. En tout cas, nous avons des amis qui ont très bien travaillé et qui sont convaincus qu'ils avaient gagné. Mais bon, la CENI a décidé autrement. Pour nous, ce sont des leçons et nous allons nous organiser pour qu'en 2028, en tout cas, nous ayons de bien meilleurs résultats, mais qu'au-delà de 2028, la scène soit comptée, tôt ou tard en tout cas, parmi les principales forces du pays, ces forces sur lesquelles la République démocratique du Congo
peut compter pour atteindre justement, pour devenir un Congo nouveau, comme d'ailleurs nous le disons dans le cadre de la devise de la scène. On est toujours dans le chapitre électoral. Aujourd'hui, chez vous, au Nord Kivu, il y a déjà les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs qui s'organisent. D'ailleurs, la date est connue, c'est pour le 26 du mois en cours. Parmi même les candidats, parce que la CENI a déjà rendu publique la liste provisoire des candidats qui vont concourir, nous avons retrouvé également le nom de l'honorable Célestin Vunabandi. Pourquoi vous voulez toujours maintenir ces sièges? Bon, je suis un acteur politique. Comme vous l'avez dit, j'ai été élu plus d'une fois comme député national. Je suis aujourd'hui sénateur, président de l'ECOFIN du Sénat. Je dirige un parti politique. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas encore me représenter, tout au moins là où je suis aujourd'hui, comme sénateur. Et donc, c'est le minimum que le parti et la nation attendent de moi. Et donc, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir me représenter comme candidat sénateur. Et peut-être en attendant 2028, qui sait, on ne sait jamais, je pourrais peut-être viser plus loin. Donc, vous avez encore à donner au pays? J'ai encore à donner au pays, je pense. Et comment dressez-vous quand même votre bilan au niveau du Sénat? Bon, au niveau du Sénat, je pense que, personnellement, j'ai un bilan que j'estime être un bilan assez positif, je dirais même très positif, parce que je suis de ceux-là, des sénateurs qui ont eu à marquer de ma présence, de sa présence, n'est-ce pas, le Sénat. Si vous avez suivi l'activité parlementaire, je suis de ceux-là sur qui le Sénat s'est appuyé sur un certain nombre de questions. Comme vous l'avez dit vous-même, j'ai dirigé l'ECOFIN du Sénat. Et au niveau de l'ECOFIN, tout le monde témoignera de ce que ce fut une commission parmi les plus actives au niveau du Sénat. Et je dirais même, si l'on doit considérer les 2 dernières législatures, on a une commission qui a pu produire un travail de qualité. Pour votre information, j'avais organisé une enquête parlementaire qui a pu établir un certain nombre de manques à gagner au niveau de l'ensemble des régies financières, manques à gagner qui sont chiffrés à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, qui sont en train d'être recouvrés au niveau de toutes les régies financières. Et donc, il y a là un travail de fond qui a été produit sur le plan de l'ECOFIN, mais à titre personnel aussi, je peux vous dire que j'ai initié une proposition de loi parmi celles sur lesquelles le pays peut compter, une proposition de loi sur la stabilité et le développement des milieux ruraux. Cette loi a été jugée recevable au niveau du Sénat. Malheureusement, il se fait que la législature se termine sans que cette loi ait été adoptée. Si nous avons la chance de revenir, nous allons relancer cette loi. Et je crois que si cette loi est votée, elle va marquer pratiquement une révolution dans la manière dont nos milieux ruraux doivent être pris en charge par les gouvernants. Mais j'ai également d'autres propositions de loi que j'ai déjà ébauchées, notamment dans les domaines de la protection de la main-d'œuvre nationale, dans les domaines de l'éthique du fonctionnaire de l'État de manière générale. Et donc, une série d'initiatives parlementaires sur lesquelles j'ai déjà assez travaillé et que j'entends relancer pendant la prochaine législature, parce que je pense que c'est des lois dont le pays aura besoin pour sa transformation. Mais également, si vous suivez un peu notre activité, ou l'activité qui a été la nôtre pendant cette législature, j'ai initié beaucoup de questions orales avec débat à l'endroit d'un certain nombre de ministres. C'est des questions importantes, par exemple celle sur les populations qui sont sinistrées à l'est du pays, notamment toutes ces populations qui ont été déplacées à la suite de la guerre du M23. Le ministre a eu à être interrogé sur cette question, il avait apporté des réponses, il y a eu des recommandations qui ont été faites. J'ai initié une question orale avec débat au ministre des Finances sur la problématique de la zaïrianisation et de tout ce qu'on a comme biais aérianisants. En fait, beaucoup de gens ne savent pas que dans ces pays, il y a énormément de biens, de plantations,
des anciennes usines éparpillées sur l'ensemble du territoire national qui sont aujourd'hui à l'abandon et qui peuvent servir à relancer l'économie nationale. C'est ce qu'on a appelé jadis les biens zaïanisés. C'est des biens qui ont été donnés jadis à des dignitaires du régime Mobutu, mais qui n'ont pas été en mesure de les gérer. Lorsque vous allez dans des provinces comme la Mongala, vous allez trouver des milliers d'hectares abandonnés. Lorsque vous allez dans des provinces comme les Bas-Ouélé, les Haut-Ouélé, les Nord Kivu, les Sud Kivu, vous allez trouver énormément de plantations abandonnées, des usines que les colons avaient à l'époque construites, mais qui ont été abandonnées, qui sont des biens sur lesquels le gouvernement congolais peut compter pour relancer l'économie rurale notamment. Okay. Et j'ai eu à poser la question au ministre des Finances sur l'essor de ces biens dits zaïrianisés. Voilà, ça c'est un exemple. Je peux vous citer beaucoup de questions, n'est-ce pas, que j'ai eu à poser et qui nous ont permis justement d'être présents et de marquer de notre présence, en tout cas de notre empreinte, la législature qui vient de se terminer. J'espère que si Dieu permet de revenir, nous allons parachever un peu ce travail que nous avons commencé durant la législature. Nous vous souhaitons bonne chance, honorable Célestin, vous l'avez dit. Alors justement, vous avez vécu, parce que vous êtes encore au pays, comment les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs se sont déroulées dans d'autres provinces. Il y a toujours des réclamations, il y a toujours des contestations. Comment vous comptez vous y prendre justement pour vos élections au Nord Kivu? Et puis quel message lancez-vous déjà aux députés nationaux? Parce qu'on a appris que certains députés étaient achetés par du biais des banques. Est-ce que vous avez quand même un message à adresser aux grands électeurs qui vous attendent, bien sûr, le 26 du mois en cours? Bon, les contestations, d'abord, je voudrais noter que les contestations, les réclamations font partie de tout processus électoral. Lorsqu'un candidat s'estime lésé, il est tout à fait normal qu'il s'adresse aux cours des tribunaux et qu'il puisse donc contester l'élection dont il croit avoir été victime. Donc cela rentre dans un processus normal d'élection. Qu'il y ait eu des contestations, ça ne devrait surprendre personne. Le plus important, bien entendu, c'est que les cours des tribunaux puissent trancher en toute, comment dirais-je, impartialité et en toute sincérité, et que les personnes lésées puissent effectivement être rétablies dans leurs droits. En ce qui nous concerne, nous allons devant nos grands électeurs au Nord Kivu avec beaucoup d'optimisme, parce que nous avons fait un travail, n'est-ce pas? Nous avons à faire un travail, comme je le disais tantôt, de qualité, dont nombreux électeurs, députés provinciaux Nord Kivu, ont été témoins. Nous n'avons donc pas besoin de faire comme certains sont tentés de le faire. Vous parliez tout à l'heure de tentatives de corruption de certains grands électeurs. En ce qui nous concerne, on n'a pas besoin de passer par ces mécanismes-là, parce que nous avons fait du travail qui a été apprécié à sa juste valeur. Nombreux députés provinciaux nous ont déjà exprimé leur estime et leur intention de nous accompagner. Et donc, nous n'avons pas un seul doute, nous n'avons pas le moindre doute que au prochain scrutin, nous allons certainement être élus. Justement, avant de fermer ces chapitres des élections, on va parler quand même de ces primaires que vous avez eu à organiser au niveau de l'Union sacrée pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, alors que tout le monde savait Vital Kamerhe était le candidat du président Félix Tshisekedi. Lui-même, il a dit après son élection. Mais vous vous êtes organisé à aller toujours à ces primaires-là que certains qualifient des mascarades. Pourquoi procéder de la sorte? Vous voulez justement faire voir aux Congolais l'existence de la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'abord, il y a quelque chose que vous avez dit que je ne peux pas confirmer. Lorsque vous dites que tout le monde savait que Vital Kamerhe était le candidat
naturel, si je peux le dire ainsi, du président de la République ou de l'Union sacrée. Il n'y a que vous qui le dites. Moi, je ne suis pas au courant. Il a dit qu'il y avait 2 mois passés que le président lui avait dit voilà, lui-même le président Kamere. Bon, Kamere, il est candidat. Il est tout à fait normal qu'il se vende comme candidat. Et donc, s'il l'a dit, ça n'engage que lui, candidat. Moi, je crois que si, au niveau de l'Union sacrée, on a pris l'option de passer par les primaires, c'était la bonne manière, n'est-ce pas, en tout cas, c'est la plus bonne manière, n'est-ce pas, de pouvoir trancher entre plusieurs candidats, remettre de l'ordre, éviter qu'au sein de l'Union sacrée, les gens aillent en ordre dispersé. C'est à la fois une façon d'organiser, de s'organiser dans une famille, mais aussi, comme vous l'avez dit, une belle manière, n'est-ce pas, d'exprimer, de s'exprimer sur le plan démocratique et de consolider la démocratie dans ces pays. Pour le reste, moi, je ne suis pas sûr qu'a priori, il y avait l'un ou l'autre qui était d'office le candidat du chef de l'État. Cela ne créerait-il pas de frustration? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu frustration parce que le processus a été accepté par tout le monde. Je crois que je n'ai pas entendu quelqu'un se plaindre de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'élection maintenant du bureau définitif? Parce qu'on apprend toujours des reports, parce que c'est l'Union sacrée. Bon, moi je ne suis pas député national, donc vous m'excuserez de ne pas pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qui bloque? Je ne saurais pas vous le dire. Alors aujourd'hui, honorable Célestin Vounabandi, les Congolais s'impatientent pour la sortie du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque les choses? Encore une fois, je suis mal placé pour vous dire qu'est-ce qui bloque les choses, mais je voudrais noter que pour que le gouvernement sorte, il faut qu'il y ait une assemblée nationale à même de le recevoir et de l'investir. Aujourd'hui, on n'a pas encore de bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc il serait malvenu aujourd'hui de mettre en place un gouvernement qui va rester pendant quelques jours, peut-être des semaines, sans avoir été investi. Pourquoi ne pas attendre la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour mettre en place le gouvernement, le voir investi, et tout de suite, les uns et les autres pourraient se mettre au travail. Et quel est, selon vous, l'ultime objectif de ce gouvernement qui sera dirigé par Mme Judith Suminwa? Madame la Première ministre, que je voudrais féliciter ici en passant, est la seule habilité à donner des orientations, en tout cas les grandes lignes de son action à la tête de son gouvernement. Mais pour ma part, si je dois lui donner un conseil ou si je devrais m'exprimer sur ce sujet, je pense que le pays est arrivé à un tournant où il doit se tourner, en tout cas jeter les bases de son développement. Il y a donc un certain nombre d'aspects sur lesquels le gouvernement devra travailler pour justement lancer ce développement. Il y a des questions, par exemple, celles liées à la gouvernance, c'est des questions importantes. Il faut jeter les bases d'une gouvernance de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des questions de corruption, des questions de détournement des deniers publics. Hein. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un sujet, quelque part, un sujet qui crée scandale ou qui crée des éléments dans l'opinion. C'est des questions de gouvernance auxquelles Madame la Première ministre doit s'attaquer. Et c'est de la bonne gouvernance que découlent les bases du développement d'un pays. Sur le plan matériel, je dirais, il y a des aspects matériels de gestion d'un pays qui peuvent également permettre à ce qu'un pays se relève d'une situation de crise, qu'on atteigne une situation de résilience et qu'on se développe. Il y a notamment la question liée aux infrastructures de base. Je crois que de ce côté-là, il y a aussi beaucoup à faire. Ce pays a besoin de routes, ce pays a besoin des infrastructures de qualité en termes de routes, du rail, des ponts, les fleuves qui doivent être dragués, n'est-ce pas, pour que les bateaux puissent circuler normalement. Il faut, n'est-ce pas, travailler sur cette question d'infrastructure de base pour qu'il y ait une fluidité dans la circulation d'une zone à l'autre, pour qu'il y ait possibilité pour les producteurs d'écouler leurs produits, pour qu'il y ait cette possibilité pour que les zones soient reliées les unes aux autres. C'est très important, cette question d'infrastructure de base, particulièrement
de tout ce qui est infrastructure qui permet la circulation libre et aisée des personnes et des biens. Ça, c'est donc une question aussi que je pense très importante, cruciale, que je pourrais lui recommander. La troisième question que je pourrais lui recommander, c'est qu'il faut créer les conditions pour faciliter, pour donner la possibilité, n'est-ce pas, aux populations, aux citoyens, de se mettre au travail. Se mettre au travail, ça signifie qu'il faut les sécuriser. Là, je voudrais parler notamment des populations à l'est du pays. C'est des populations qui sont, comme vous le savez, meurtries, mais qui sont pourtant des grands travailleurs. Il n'y a pas plus travailleurs que les gens à l'est du pays. Les gens se débrouillent, mais ils ont besoin que l'État soit présent. J'ai parlé tout au début de la question liée à l'autorité de l'État. Il faut rétablir, il faut consolider l'autorité de l'État. Il faut sécuriser les biens et les personnes pour que chacun se sente à l'aise, qu'il se mette au travail. C'est très important. Donc pour moi, la question liée à la sécurité, c'est une question capitale. Mais la sécurité, ce n'est pas qu'à l'est du pays. Lorsque vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes témoin, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le phénomène Kuluna, qui est devenu un phénomène de société qui détruit toute initiative et qui, je dirais même, détruit l'image du pays. Lorsqu'on parle des investisseurs, quel investisseur pourrait être tenté de quitter son pays à l'étranger pour venir investir au Congo, notamment à Kinshasa, lorsqu'il regarde tous les jours sur certains médias, je ne voudrais pas citer certains médias ici, qui passent toute leur journée à ne faire valoir que des phénomènes de société comme le Kuluna. Mais c'est un phénomène grave, n'est-ce pas, qui détruit l'image du pays et qui ne peut pas, n'est-ce pas, faciliter l'investissement. Et là, je voudrais aussi parler de la question liée au climat des affaires. Parce que l'investissement est fonction de l'environnement dans lequel il doit œuvrer. Donc il est important que le gouvernement de la République puisse accorder une attention particulière sur cette question de climat des affaires. Il faut mettre en place les conditions qui facilitent l'investissement, mettre en place les conditions qui facilitent le travail des hommes d'affaires, tout ce qu'il faut faire, les commerçants, les petits comme les grands. Il faut lutter contre les tracasseries administratives et c'est tout cela qui va permettre au privé, à l'initiative privée, de s'éclore et de se développer. Je ne voudrais pas quand même terminer cette question sans aborder les questions sociales, parce que du social, c'est le social qui aussi facilite l'économie. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé, il ne va pas travailler. C'est compliqué pour lui de travailler. Oui. Lorsque un enfant n'a pas été à l'école, en fait, on ne le prépare pas pour qu'il puisse assurer la relève de demain. Il est déjà désorienté. Donc, je crois que le gouvernement doit aussi accorder une attention particulière aux questions sociales, notamment la question liée à l'éducation. C'est très important parce qu'il faut admettre quand même que l'éducation nationale, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'éducation nationale dans ces pays. C'est vrai qu'il y a par-ci par-là des écoles qui sont construites. C'est vrai qu'il y a par-ci par-là, on nous dit qu'il y a le nombre d'élèves ou d'écoliers avec la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire a augmenté. C'est une très bonne chose. Mais on a aussi besoin d'une formation de qualité. Et là, je crois que le futur ministre de l'enseignement primaire et secondaire notamment devra accorder une attention particulière sur la qualité de l'enseignement. Il y a donc, c'est une question sociale importante, l'enseignement, mais je voudrais aussi parler de la santé. La santé parce que c'est lorsque on a un corps sain qu'on sait se mettre au travail. Et en fait, ce pays a besoin des enfants demain qui seront capables de prendre la relève. Et ces enfants, on les prépare aujourd'hui. Il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils soient bien soignés. Il faut qu'ils puissent évoluer dans des conditions saines qui leur permettent demain d'être des hommes et des femmes qui vont être utiles à la société. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, mais j'ai ébauché un certain nombre de sujets. J'ai terminé par ces questions d'ordre social qui sont aussi importantes que les questions à caractère économique. Honorable Célestin Vunavandi, on parle également de la taille du gouvernement, mais aussi des portraits robots des membres qui vont les constituer. À combien estimez-vous la taille du gouvernement, mais également quels sont les critères qu'il faut mettre en place pour les candidats ou les ministres qui vont y constituer? Vous savez, pour moi, c'est un point de vue personnel,
La question de la taille du gouvernement, pour moi, c'est une question tout à fait secondaire. Il y a des pays au monde ou en Afrique qui ont parfois des gouvernements éléphantesques. Je vais parler d'un pays pas très loin de chez nous. En Ouganda, vous avez plus de 100 ministres. Lorsque vous allez au Ghana, c'est plusieurs dizaines de ministres. Mais le tout, c'est de savoir, on met en place un gouvernement de telle taille, pourquoi? Pour moi, la question de la taille, ce n'est pas la question la plus importante. Si vous êtes dans un pays où vous avez des sensibilités dont il faut nécessairement tenir compte pour assurer la cohésion nationale, peut-être que vous serez dans l'obligation de faire un gouvernement éléphantesque. Mais le plus important, c'est de savoir ce gouvernement, comment le constituer. Quels sont les critères, comme vous l'avez dit, les meilleurs, qui permettent de choisir les bonnes personnes. Parce qu'il ne faudrait pas mettre en place un gouvernement pour le plaisir d'en avoir un. Il faut mettre en place un gouvernement qui fait du bon boulot, qui fait du travail. Comme je le disais, le Congo, c'est un pays qui a énormément de défis. On a besoin des hommes capables, des hommes, des femmes capables pour gérer ces pays, pour les sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Et donc, il faut des critères. Pour moi, je pense qu'on devait essayer de se départir des critères trop politiques. Parce que j'ai constaté que lorsqu'on a tendance à mettre au devant les critères politiques, on sacrifie la compétence au profit de la représentation. Tel parti est représenté, tel coin est représenté, telle sensibilité est représentée, les équilibres. Et on oublie que le plus important, c'est d'avoir des personnes compétentes à la tête des ministères dont elles sont responsables. Donc, pour moi, je pense que les critères de compétence, notamment la question du profil du membre du gouvernement, la question liée à l'expérience, c'est des questions importantes qui doivent être considérées dans la formation du prochain. Ça fait jaillir beaucoup d'entrées salives dans la toile aujourd'hui. C'est également cette histoire, une information judiciaire qu'il faudrait ouvrir à l'égard de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Certains pensent que notre justice est instrumentalisée. Que de votre point de vue, honorable Célestin Vunabandi? Notre justice est-elle instrumentalisée parce que le cardinal a été invité? Bon, d'abord, je n'ai pas encore des éléments précis au sujet de son invitation par la Cour de cassation. Donc, j'aurai certainement très peu de mots pour exprimer sur ce sujet. Mais je ne pense pas qu'on peut tirer la conclusion que la justice congolaise est instrumentalisée parce que le juge a décidé de convoquer le cardinal. Non. Il faudrait noter que le cardinal, c'est un humain. C'est un citoyen qui peut aussi commettre des erreurs, qui peut commettre des fautes, qui peut donc être invité par les juges. Mais le tout, c'est de le faire dans le strict respect des droits des personnes. Il ne faut pas qu'on arrête ou qu'on convoque quelqu'un, encore qu'une simple convocation n'est pas une condamnation. Il ne faut pas qu'on convoque quelqu'un pour le plaisir de le convoquer. Il faut qu'on le convoque parce qu'il y a de vrais éléments de nature à justifier cette convocation. Il faut les convoquer en tenant compte du contexte socio-politique dans lequel on se trouve. Est-ce que ces éléments ont-ils été observés? Je ne suis pas en mesure de m'exprimer là-dessus. Voilà ce que je voudrais dire à ce sujet. Bien avant son invitation, le cardinal était en quelque sorte humilié à la DGM où il n'avait pas d'accès au salon VIP. Est-ce que cela n'a pas impacté à ses comportements de l'appareil judiciaire? Je ne suis pas en mesure de m'exprimer là-dessus. Je ne sais même pas l'information, c'est vous qui me la donnez. Donc il est difficile pour moi de répondre à cette question. Et aujourd'hui, notre administration a basculé à la semaine anglaise, chose qu'on n'avait jamais vécue, selon le dernier décret du Premier ministre sortant Samalou Koundé. Est-ce que c'est également opportun, ces décrets? Bon, est-ce que c'était opportun? Je n'en sais rien, mais est-ce que c'était urgent? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que cela fasse partie des urgences de ces pays. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait maintenant.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu que le nouveau gouvernement le fasse? Pourquoi est-ce que c'est un gouvernement qui gère les affaires courantes qui a décidé de le faire? Franchement, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est opportun? Non, je ne vois pas des éléments d'opportunité. Je n'en vois vraiment pas du tout. Donc je pense que pour moi, c'est une question, je dirais à la limite banale, pour un pays comme le nôtre. Il y a plus urgent, il y a plus important que ça. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, honorable Célestin Vounabandi. Il nous reste justement 2 petites questions. La première est celle de savoir aujourd'hui, on qualifie les régimes de Félix Tshisekedi, Tshilombo, d'être caractérisés par le détournement, l'impunité et surtout le détournement des deniers publics dont vous combattez à vous entendre parler. Comment jugez-vous également ce que certains pensent? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été dénoncés ici et là, de cas qu'on peut qualifier de détournement des deniers publics, en tout cas des cas anormaux de gestion qui ont été stigmatisés par-ci, par-là. Mais est-ce qu'il faudrait-il mettre tout cela sur le compte de tout un régime? Parce que, au même moment quand même, il faudrait noter qu'un service comme l'inspection générale des finances a été réhabilité. Aujourd'hui, l'IGF, qui venait de faire plusieurs années quasiment enterré, fonctionne normalement. Il fait son travail, il mène des enquêtes, il conclut, il tire la sonnette d'alarme et il défère un certain nombre de cas aux juges, aux cours des tribunaux. C'est peut-être de ce côté-là que les uns et les autres ne font pas leur travail. Parce que là aussi, j'ai souvent entendu des gens qui condamnent l'IGF, mais l'IGF n'a pas vocation de prendre des sanctions pénales à l'endroit de quiconque. Même pas des sanctions administratives. L'IGF constate les faits, dénonce les faits et demande, notamment aux cours des tribunaux, de se saisir des cas infractionnels constatés. L'IGF peut aussi demander à une autorité politico-administrative de prendre des sanctions administratives. Mais il n'est pas du ressort de l'IGF de pouvoir condamner. Donc l'IGF fait son travail. Et je note, pour revenir à la question, que quand même durant ce régime, depuis 5 ans, il y a une réhabilitation d'un service aussi important comme l'IGF. Je voudrais même ajouter la Cour des comptes, dont on entend de plus en plus parler, qui était quasiment aussi complètement enterrée. Donc d'un côté, il y a ces divers cas qui sont dénoncés, qu'on peut appeler des cas de détournement des deniers publics. Moi, j'appelle ça des cas anormaux de gestion. Parce que ces cas qui ont été dénoncés, il faut quand même que les juges s'en saisissent et finissent par confirmer les faits et sanctionnent, n'est-ce pas, ou condamnent. Donc, il y a d'un côté ces cas-là, qui sont nombreux. Et là, j'interpelle nos cours et tribunaux qui doivent faire leur travail. Et il y a de l'autre côté, quand même, quelque chose de très positif, notamment un certain nombre d'organes de contrôle, dont l'IGF, qui ont été réhabilités et qui font leur travail plus ou moins correctement. Et donc, je ne suis pas de ceux ceux qui doivent mettre ce que nous constatons ici de négatif, notamment les faits anormaux de gestion ou de manière plus générale le détournement des deniers publics. Je ne voudrais pas mettre tout ça sur le compte de tout un régime, comme si c'est un régime qui organise. Non, le régime n'organise pas. Il y a un certain nombre de brebis galeuses au sein du régime qui s'adonnent à des pratiques mafieuses. C'est des cas souvent qui sont dénoncés même par la presse, c'est une très bonne chose. Et moi je dis, il faut que les cours et tribunaux fassent leur travail. Parce que lorsque quelqu'un est accusé d'avoir détourné, le juge n'a pas besoin d'attendre qu'on lui demande. Il peut se saisir de ce fait directement. Je pense, comme le chef de l'État l'a dit, que s'il y a quelque part une institution de ce pays qui a beaucoup à faire, c'est l'institution, comment dirais-je, les cours et tribunaux, le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir, en tout cas pour ma part, je pense qu'il a beaucoup failli, un peu comme on parlait de l'état de siège, où nos gestionnaires de l'état de siège ont failli. Je crois que nos juges également ont jusqu'ici se sont montrés très faibles, à la limite complaisants, et ce sont eux qui doivent être
invités à faire leur travail pour que tous ces cas de détournement des deniers publics soient condamnés et que les concernés soient déférés devant les cours de tribunaux, condamnés et mis en prison éventuellement. Quelle chance accordez-vous au deuxième mandat du chef de l'État et comment il peut réellement réussir son deuxième quinquennat? Quelle chance, nous sommes encore au début de cette législature. On sent de la volonté d'améliorer, d'aller encore de l'avant. Moi, je lui accorde encore beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'appuyer sur les bonnes personnes. Hein. Lui-même avait dit, le chef de l'État avait reconnu qu'il y a eu quelques erreurs, il avait promis de les corriger. Je pense qu'il a fait une promesse que j'estime sérieuse, correcte. Il faut observer. Et il faut qu'il s'appuie sur les bonnes personnes, qu'il s'entoure des personnes compétentes, des personnes crédibles, des patriotes qui devront l'aider, qui vont l'aider justement à faire en sorte que ce deuxième et dernier mandat puisse être une réussite. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, honorable Célestin Vunabandi, devant cette caméra. Quel message avez-vous à l'endroit des millions de Congolais qui vous suivent en ce net moment? Un message, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir parce que ce pays, nous sommes, c'est vrai, dans une situation assez difficile, tant sur le plan économique que sur le plan, je dirais, sécuritaire, notamment pour les personnes, les populations de l'Est du pays. Mais je pense que nous devons rester engagés, conscients de ce que l'avenir est radieux pour nous. L'avenir est radieux pour nous parce que ce pays, c'est un don de Dieu. Il y a très peu de pays au monde qui ont ce que la RDC dispose. Et donc, il nous revient de considérer que nous avons là un cadeau de Dieu que nous devons transformer. Et nous devons nous tous nous mettre au travail. Il ne faudrait pas qu'il y ait des spectateurs et des acteurs de l'autre côté. Nous devons tous nous considérer comme acteurs, être prêts à mettre la main à la pâte pour que justement ce pays soit transformé et qu'il se développe comme beaucoup d'autres pays l'ont été jusqu'ici. Honorable Célestin Vunabandi, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. Merci, c'est à moi de vous dire merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris. Et la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Suivez-nous sur toutes les plateformes digitales. Merci à vous de nous avoir suivis.